de la MINUSCA. Ce soir, voici les grands titres de cette édition. La ville de Batangafo réceptionne un bac motorisé réhabilité par la MINUSCA. À Bangui, une cérémonie a été organisée pour lancer officiellement un projet de réhabilitation de la mairie du 8e arrondissement. Bangui a accueilli un forum régional sur la prévention des conflits liés au discours de haine. Et enfin, un atelier d'élaboration du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable a été organisé dans la capitale. Bonsoir. Sans tarder, nous nous rendons dans la ville de Batangafo où s'est déroulée une cérémonie de remise officielle d'un bac motorisé réhabilité par la MINUSCA afin de contribuer à la circulation des populations ainsi qu'à permettre le renforcement de l'effectif des forces de défense et de sécurité intérieure dans les zones reculées ou difficilement accessibles. La cérémonie a été marquée par la présence du ministre des Travaux publics et de l'Entretien routier, Gismala Hamza, et de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, Denise Brown. Plus de détails dans ce reportage de Geoffroy Bantas Bata et de Crispin Dembassa-Kété. Les autorités de la sous-préfecture de Batangafo, dans la préfecture de Luamfafa, située à environ 382 km au nord de Bangui, ont reçu le 25 avril 2022 une délégation conduite par le ministre des Travaux publics et de l'Entretien routier, Gismala Hamza, et la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et coordonnatrice humanitaire Denise Brown, pour une cérémonie de remise d'un bac motorisé réhabilité par la section des affaires civiles de la MINUSCA dans le cadre des projets à impact rapide. Cette cérémonie a également vu la présence de la chef du bureau de la MINUSCA à Boussangwa, Séraphine Toé, du maire de la ville de Batangafo, Marc Ngartouloum, et du préfet intérimaire de Luamfafa, Ivrar Lamine. Dans son discours, le ministre des Travaux publics et de l'Entretien routier a tenu à s'exprimer à l'endroit des bénéficiaires. À la population de Batangafo, vous êtes le témoin même de votre souffrance. Vous avez vu comment la population a souffert lorsque ce bac n'est pas opérationnel. Aujourd'hui, il est de votre responsabilité, monsieur le préfet, monsieur le commandant de brigade, commandant zone de FACA, de mettre en œuvre vos compétences, afin de sauvegarder ce patrimoine qui est la nôtre. Cette initiative facilite l'accès aux localités situées de l'autre côté de la rive du fleuve Ouam par les populations, les forces de sécurité intérieure et le personnel de la MINUSCA ainsi qu'aux humanitaires œuvrant dans la sous-préfecture de Batangafo. Il vise aussi à favoriser les déplacements des forces de sécurité intérieure et celles de la force de la mission afin de renforcer leur patrouille sur l'axe Kambakota-Benzambe et bien entendu pour contribuer à la libre circulation des personnes et des biens. FSI, FACA, MINUSCA ne pouvaient pas traverser pour faire les patrouilles de l'autre côté. On avait la population en danger de l'autre côté. Maintenant, avec la réparation du bateau, qu'on va tester tout à l'heure, on va tester la qualité des travaux techniques, aussi facilite le travail des commerçants. Donc, c'est la mobilité de la population. C'est la mobilité des différentes forces de sécurité, c'est la sécurisation de la population. Donc, ce n'est pas un simple bateau qui a été réparé. Sans la mobilité, on ne va pas évoluer ensemble. Les habitants de la ville de Batangafo n'ont pas manqué d'exprimer leur soulagement et leur joie. Lorsque ces bacs étaient vandalisés, on a souffert à Batangafo. Merci d'avoir réparé ces bacs pour nous. Ça nous a permis de traverser le fleuve et revenir. Il y a eu échange des marchandises de part et d'autre. On est content. Je suis venu par rapport à la cérémonie de remise de ce bac dans la ville de Batangafo Ouamfafa. Je suis très ravie parce qu'on nous a remis officiellement un bac motorisé réhabilité par la MINUSCA à Batangafo. L'adjoint au maire de Batangafo, Ahmad Abdoulaye, pour sa part, s'est dit satisfait. Ça va changer beaucoup de choses puisque les ONG vont intervenir de l'autre côté et puis même le problème de commerce aussi, ça pourra nous faire vraiment du bien, quoi. Et puis même l'autre là, les transporteurs vont venir. Vraiment, ça nous aide, quoi. Ça nous aide normalement.
Le bac motorisé de Batangafo a été installé dans les années 60 par la coopération allemande. Sa réhabilitation va faciliter les échanges commerciaux entre les populations de Bossangoa, Kambakota et Batangafo. Environ 50 000 personnes sont des bénéficiaires indirects de ce projet, dont le coût total financé par la MINUSCA s'élève à près de 24 millions de francs CFA. Merci Geoffroy et Crispin. Une cérémonie de pose de la première pierre a été organisée à la mairie du 8e arrondissement de Bangui afin de marquer le lancement d'un projet de réhabilitation et d'extension de la dite mairie avec l'appui financier de la MINUSCA dans le cadre de la réalisation des projets à impact rapide. Le ministre de l'administration du territoire, Bruno Yapandé, a procédé à cette opération en présence des représentants de la MINUSCA. Plus de détails dans ce reportage de Désiré Yangou et de Constantin Goutendi. Le 26 avril 2022 s'est tenue dans le 8e arrondissement de la ville de Bangui la cérémonie du lancement officiel d'un projet de réhabilitation et d'extension de la mairie du 8e arrondissement. Financé à près de 22 millions de francs CFA par la MINUSCA, dans le cadre de projets Impact Rapide, cette initiative sera exécutée sur une période de 6 mois. Plusieurs personnalités étaient présentes à cette cérémonie, dont le ministre de l'administration du territoire Bruno Yapandé, Madame le maire du 8e arrondissement Elisabeth Marie Dekaye et la chef de la cellule de coordination des projets Impact Rapide de la MINUSCA, Adjoa Irène Kouassi. Ce lancement des travaux de réhabilitation et de construction d'une annexe au sein de la mairie du 8e arrondissement traduit tout l'engagement de la MINUSCA. La MINUSCA entend maintenir et intensifier ses initiatives, preuve de son engagement et de sa détermination à accompagner les autorités et le peuple centrafricain dans la quête de la paix et du développement durable. Les travaux financés par la MINUSCA et mis en œuvre par l'ONG Médecins d'Afrique seront réalisés dans le cadre de l'appui de la mission à la restauration de l'autorité de l'État. Cette action favorise également la cohésion sociale entre les communautés. Dans son discours, le ministre de l'administration du territoire Bruno Yapandé a remercié la MINUSCA et ses partenaires. Je me réjouis ce matin d'être parmi vous pour procéder à la cérémonie de lancement du projet de réhabilitation de la mairie du 8e arrondissement de Bangui. Je voudrais témoigner à l'endroit de la MINUSCA et des médecins d'Afrique RC toute la gratitude du gouvernement pour les appuis multiformes fournis tant pour l'organisation de cette cérémonie de lancement que pour les activités de réhabilitation attendues. Des projets futurs sont déjà dans le pipeline pour le 8e arrondissement, à savoir l'extension du marché combattant, l'organisation d'ateliers de renforcement des capacités des membres du réseau d'alerte communautaire. Le réseau d'alerte en matière de protection permet l'identification des menaces, la vérification des informations et la transmission des alertes. Merci Désiré et Constantin. Prévenir les conflits liés au discours de haine, c'était l'objet d'un forum régional organisé à Bangui. La salle de conférence de l'hôtel Ledger a servi de cadre à ces échanges qui se sont déroulés du 26 au 29 avril 2022 avec pour participants des responsables des journaux en ligne et des acteurs des réseaux sociaux venus de 11 pays de la sous-région d'Afrique centrale. Reportage de Geoffroy Bontas Bata et de Serge Mbilika. 11 pays de la sous-région en Afrique centrale, représentés par des responsables des journaux en ligne et des acteurs des réseaux sociaux, on prépare du 26 au 29 avril 2022 à Bangui un forum régional sur la prévention des conflits liés au discours de haine. L'ouverture du forum a été marquée par la présence du ministre centrafricain de la communication, Serge Diori, de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'Union République centrafricaine, Denise Brown. Ce forum a pour objectif d'instaurer les actions visant à éviter, freiner et à combattre vigoureusement la montée des discours de haine dans les médias et sur les réseaux sociaux. Cette rencontre est un rendez-vous important d'échange et d'expérience entre acteurs, experts et décideurs pour alimenter les futures actions des États dans le domaine de la prévention des discours et des messages incités à la haine. Ce forum entre dans le cadre d'un suivi d'un forum similaire dédié aux responsables des médias classiques du 26 au 29 octobre 2021 à Douala, Cameroun.
L'une des recommandations de cette rencontre portait sur la nécessité d'un forum regroupant les médias numériques. Nous sommes donc heureux que Bangui a été choisi pour l'arbitrer compte tenu des enjeux et des défis qui nous interpellent dans tout ce domaine. Le forum qui s'ouvre ce jour permettra d'abord consolider les engagements pris à Douala et de convenir des approches pour des synergies entre différents acteurs déterminés à prévenir et à combattre les discours de haine. Ce forum de Bangui a également pour principal objectif de poursuivre et d'approfondir la réflexion sur le développement d'une stratégie régionale de prévention et de lutte contre les discours de haine en Afrique centrale. Le ministre de la Communication de la République centrafricaine a salué cette initiative. J'accueille avec beaucoup de faveur cette initiative régionale et porte un grand intérêt pour les différents forats et travaux déjà réalisés. Cependant, je souhaite dans le même dynamisme qu'une rencontre prochaine soit organisée entre les ministères de la communication des pays de la sous-région pour le développement de cette stratégie commune de prévention et de lutte contre les discours de haine dans les médias par la mise en place d'un cadre juridique commun afin de lutter efficacement contre ce fléau. Pour terminer, qu'il me soit permis d'adresser mes sincères remerciements à tous les participants dont l'appui technique et logistique a permis l'organisation dans notre pays de ce forum. Ce forum, à l'intention des professionnels des médias en ligne et réseaux sociaux, a fait l'objet des travaux en groupe. Jean-Fernand Koina, l'un des participants, s'est dit satisfait des acquis issus de cette session. Nous voulons bien capitaliser les acquis de ce forum à travers les actions que nous comptons mener ensemble. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est un nombre insignifiant des engagés qui sont formés, qui sont outillés pour parler maintenant des discours de haine. Mais il n'y a pas que les discours de haine, il y a aussi la désinformation, il y a aussi les mésinformations. Tout ça, c'est un ensemble de choses qu'il faut mettre dans un même panier. Maintenant, il nous faut maintenant des actions pour toucher la communauté centrafricaine à la base, toucher les organisateurs les organisations de la société civile, toucher les partis politiques, toucher le cultivateur, toucher l'agriculteur, toucher le pêcheur, toucher chaque couche de la société, à ce que chacun de nous puisse prendre conscience du danger que représente la haine, du danger que représentent les discours haineux et ceux qui prennent ce genre de discours pour notre pays, pour notre sous-région et pourquoi pas pour notre continent. La particularité de ce forum est marquée par la présence des participants venus de l'Afrique centrale. Ce fut l'occasion pour chacun d'entre eux de s'informer et d'être confrontés aux situations que rencontrent leurs pairs sur la gestion et la réponse apportée aux discours de haine. Armelle Sitioma, journaliste et représentante à l'Association des blogueurs du Cameroun, s'est réjouie de cette initiative. Je voudrais dire que le partage d'expériences chaque fois qu'il y a une crise sociale est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça permet à ceux qui ne sont pas encore entrés dans cette étape de crise-là d'avoir des munitions pour se prémunir afin d'éviter d'entrer en situation de crise. Et ça permet également à ceux des États qui sont déjà en crise d'ajuster et de prendre des plans d'action qui s'adaptent au contexte pour pouvoir vite juguler la crise. Et dans le cadre de ce forum, je pense que c'est à cet exercice-là que nous sommes, vu que les autres pays de la sous-région ne sont pas encore en crise et que la RCA, le Cameroun et le Tchad sont en plein dans la crise, ça permet de pouvoir juguler, de voir ce qui se passe, ce qui se fait de bien dans tel pays et qu'on adopte pour pouvoir vite juguler la crise et le discours de haine sur les plateformes des médias sociaux et des médias traditionnels. Organisé par le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, en collaboration avec de nombreuses organisations dont la MINUSCA,
Le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la MONUSCO. Ce forum de 4 jours sera suivi dans les prochaines semaines d'une rencontre similaire dédiée aux responsables des organes de régulation de la communication et des médias d'Afrique centrale, avant celle de Kinshasa, devant regrouper toutes les parties prenantes pour la finalisation et l'adoption du projet de stratégie régionale. Merci Serge et Geoffroy. Un atelier d'élaboration du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2023-2027 s'est tenu à Bangui pendant 2 jours et a réuni les membres du gouvernement ainsi que les membres de la société civile en présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Denise Brown. Ingrid Swimbo et Désiré Yangou nous en disent plus. Du 28 au 29 avril 2022, Bangui a accueilli un atelier d'élaboration du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2023-2027, UNDAF, organisé par l'ONU et le gouvernement centrafricain. Les participants étaient des acteurs gouvernementaux, des partenaires techniques et financiers et des représentants de l'Université de Bangui, de la société civile, du secteur privé ainsi que des agences onusiennes. Les défis que nous avons rencontrés en 2020 et 2021 nous ont beaucoup appris et rapprochés. L'équipe des Nations Unies était au rendez-vous, mobilisée aux côtés du gouvernement et du peuple centrafricain. Je me félicite du partenariat sectoriel entre le système des Nations Unies et le gouvernement. Notre vocation est d'accompagner tout simplement. C'est pour ne laisser personne pour compte que nous avons continué notre appui aux services sociaux de base malgré les ravages de l'insécurité et de la pandémie de Covid-19. Cette session d'élaboration s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du plan cadre d'assistance des Nations Unies afin de mettre en exergue l'état de mise en œuvre programmatique et financière de ce plan en 2021. Elle vise aussi à présenter les priorités de 2022, l'analyse commune du pays et formuler la théorie de changement du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. Je vous invite à saisir cette opportunité pour une évaluation objective des efforts communs engagés dans la mise en œuvre de son plan cadre, en insistant particulièrement sur les réussites et également sur les défis qu'il faudra surmonter pour atteindre les résultats attendus. Ce document cadre des Nations Unies doit intégrer le processus d'élaboration du prochain cadre de planification de programmation qui est l'étude de prospective RCA 2050. De mon point de vue, il contient d'intéressantes indications qu'il est nécessaire de prendre en considération. Le plan cadre d'assistance des Nations Unies pour la République centrafricaine a été élaboré afin d'accompagner le gouvernement centrafricain dans la mise en œuvre des priorités nationales contenues dans le plan national de relèvement et de consolidation de la paix. Ce plan cadre d'assistance des Nations Unies pour la République centrafricaine s'articule autour de 3 domaines, à savoir la consolidation de la paix, le bien-être social et le relèvement économique. Mardi dernier, je vous annonçais l'interview de l'officier pénitentiaire Téné Maïmouna Zougrana. Elle sera avec nous en deuxième partie de cette édition. Elle nous parlera des missions et des accomplissements des officiers pénitentiaires de la MINUSCA en République centrafricaine, mais aussi de son engagement et de son dévouement qui lui ont valu une distinction honorifique des Nations Unies. Cette interview est conduite par notre collègue Crispin Demba-Sakete, mais avant, nous marquons une très courte pause. À tout de suite. On World Press Freedom Day, we shine a spotlight on the essential work of journalists and other media workers who seek transparency and accountability from those in power, often at great personal risk. Throughout the COVID-19 pandemic, many media workers have been on the front lines, providing accurate, science-based reporting to inform decision makers and save lives. At the same time, journalists who cover climate, biodiversity and pollution have succeeded in bringing global attention to this triple planetary crisis. But the threats to the freedom of journalists and media workers are growing by the day. From global health to the climate crisis, corruption and human rights abuses, they face increased politicization of their work and attempts to silence them from many sides.
Digital technology has democratized access to information, but it has also created serious challenges. The business model of many social media platforms are based not on increasing access to accurate reporting, but on increasing engagement, which often means provoking outrage and spreading lies. Media workers in war zones are threatened not only by bombs and bullets, but by the weapons of falsification and disinformation that accompany modern warfare. They may be attacked as the enemy, accused of espionage, detained or killed, simply for doing their jobs. Digital technology also makes censorship even easier. Many journalists and editors around the world are at constant risk of their programs and reports being taken offline. And digital technology creates new channels for oppression and abuse. Women journalists are at particular risk of online harassment and violence. UNESCO found that nearly 3 in 4 women respondents had experienced online violence. Hacking and illegal surveillance also prevent journalists from doing their jobs. The methods and tools change, but the goal of discrediting the media and covering up the truth remains the same as ever. And the results are also the same. People and societies that are unable to distinguish fact from fiction and can be manipulating in horrifying ways. Without freedom of the press, there are no real democratic societies. Without freedom of the press, there is no freedom. The United Nations is working to support journalists and media workers everywhere. 10 years ago, we established a plan of action on the safety of journalists to protect media workers and end the impunity for crimes committed against them. On World Press Freedom Day, we honor the essential work of the media in speaking truth to power, exposing lies, and building strong, resilient institutions and societies. We call on governments, media organizations, and technology companies everywhere to support these crucial efforts. Thank you. Nous sommes de retour et sans tarder, nous retrouvons l'officier pénitentiaire Téné Maïmouna Zougrana, tout récemment décoré de la médaille de l'ONU dans une interview conduite par Crispin Demba Sakete. Nous les écoutons. Madame Téné Maïmouna Zougrana, bonjour. Bonjour. Vous êtes officier pénitentiaire du Burkina Faso, actuellement déployé au sein de la MINUSCA. Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît, ce qu'implique votre travail? Mon travail, c'est l'appui à l'administration pénitentiaire centrafricaine au niveau de la maison centrale du Ngaraba à travers la gestion sécuritaire. Aussi, j'interviens dans le cadre de la formation du personnel de l'administration pénitentiaire, la formation initiale et la formation continue, mais aussi j'appuie la formation du personnel de la MINUSCA, le personnel pénitentiaire et bien d'autres personnels comme les INPOL et les militaires dans le cadre des mesures temporaires d'urgence. Quelle est votre plus grande réalisation en tant qu'officier correctionnel? L'une de mes plus grandes réalisations, c'est la tenue d'un exercice de simulation suivi de gestion d'une mutinerie généralisée avec 2 foyers d'incendie au niveau de la maison centrale de Ngaraba. Et j'avais pour rôle de commander l'équipe d'intervention rapide de l'unité des affaires pénitentiaires en appui à l'équipe d'intervention de l'administration pénitentiaire centrafricaine. Et cela s'est réalisé en collaboration avec d'autres acteurs nationaux et internationaux comme la gendarmerie nationale, la police nationale, les sapeurs-pompiers, l'Union européenne du côté international, les CICR et JTF. Pouvez-vous nous dire pourquoi les services correctionnels sont-ils importants pour le travail et le mandat des opérations de maintien de la paix? Ces services-là contribuent à lutter contre, premièrement, et à l'impunité,
Il contribue aussi à la sécurité publique à travers la gestion des établissements pénitentiaires. Il y a aussi la protection des civils à travers le fait de garder ces détenus-là dans des lieux sûrs afin de les préparer à la réinsertion sociale dans la société. Alors, quel stéréotype de genre et obstacles liés au genre avez-vous rencontré dans le cadre de votre travail? Le travail dans le milieu pénitentiaire était longtemps considéré comme un travail pour les hommes, pour les genres masculins. En tant que femme dans ce milieu, ce n'est pas du tout facile, mais nous arrivons à nous adapter et avec la persévérance que nous avons dans ce milieu, à pouvoir mettre en branle notre courage et pouvoir réaliser les activités qui nous sont confiées. Alors, comment est-ce que vous envisagez le rôle des femmes agents pénitentiaires dans le maintien de la paix dans 10 ans? Selon vous, quelles modifications faudrait-il apporter pour y parvenir? À long terme, moi je vois qu'il y aura un changement positif pour les femmes correctionnelles des missions. Si on tient compte de certaines actions et on prend en compte des mesures fortes qui puissent faire sortir la femme de son silence à travers des formations comme les formations pré-déploiement. Ce sont des actions qui pourront contribuer et qui pourront avoir des changements à long terme sur la contribution de la femme en milieu pénitentiaire. Que signifie pour vous être pionnier en matière correctionnelle? Pour moi, être femme pionnière, c'est être une femme courageuse, c'est être une femme pénitentiaire qui casse les barrières, qui brise les barrières, c'est être une femme qui a la volonté, la compétence, les capacités de pouvoir prouver aux yeux du monde entier et aux yeux du milieu pénitentiaire en particulier son savoir-faire, son savoir-être et apporter un savoir intellectuel digne de son nom qui puisse contribuer à l'amélioration et la pérennisation d'un service pénitentiaire adéquat. Y a-t-il autre chose que vous voudriez ajouter ou expliquer? Merci. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier le personnel pénitentiaire du monde entier, surtout les femmes pénitentiaires et aussi les femmes pénitentiaires de mon pays, le Burkina Faso, mes collègues pénitentiaires femmes à la MINUSCA, mais sans oublier les collègues pénitentiaires hommes, parce que nous sommes embarqués dans le même bateau et nous avons l'obligation de nous accepter mutuellement et de mener la lutte pour le changement du milieu pénitentiaire ensemble. En plus de mes collègues, je voudrais remercier ma hiérarchie de la MINUSCA. Je vous remercie pour l'occasion qui m'est donnée de me prononcer. Madame Téné Maïmouna Zoungrana, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Crispin et Maïmouna. Ainsi se termine cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.